Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur Africa 24, figure de la société civile, ancien bâtonnier, spécialiste des mécanismes de lutte d'anti-corruption et de gouvernance. Monsieur Akeremouna se présente à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun après celle de 2018. Dans cet entretien avec Africa 24, mesdames, messieurs, Akeremouna nous partage de façon détaillée sa vision, ses priorités et les solutions concrètes qu'il propose au Cameroun. Monsieur Akeremouna, bienvenue sur Africa 24. Merci de me recevoir. Vous envisagez de ramener dans les caisses de l'État du Cameroun 800 milliards de francs CFA en attaquant la justice de la société de trading pétrolière Glencore, condamnée au Royaume-Uni pour corruption dans les transactions d'achat de pétrole à des prix décotés dans certains pays africains, dont le Cameroun. Cependant, la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun avait annoncé en novembre 2023 effectivement avoir elle-même porté plainte contre Glencore auprès du tribunal criminel spécial. Il n'y en a pas encore eu de résultat. Comment comptez-vous procéder pour atteindre votre objectif malgré les plaintes déjà en cours? Bon, mais je pense que avant la plainte de la SNH, j'avais moi-même déposé des plaintes au niveau du tribunal de Limbe contre Sonara, de Douala contre Glencore, et les Yaoundé contre SNH. Parce que, selon les dires et l'aveu de Glencore, ils auraient corrompu, n'est-ce pas, des hauts fonctionnaires de l'État, et Sonara et la SNH. Donc, en ce qui concerne la plainte, la SNH, je trouve que c'est une farce. Parce qu'on ne peut pas vous voler sans mener une enquête, n'est-ce pas, dans votre établissement, vous déposez plainte contre inconnu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour la simple raison que il s'agit des ventes qui ont été faites à des prix dérisoires, et il aurait fallu à SNH d'aller dans ce livre et de voir quelles sont ces ventes-là, qui les a vendues et qui a acheté. Alors déplacer le débat vers un tribunal, n'est-ce pas? Et ça traîne, et moi ça m'amuse parce que SNH c'est une des plus grandes entreprises de ce pays. Vous imaginez, avec ce qui rapporte au Cameroun, qu'il dépose plainte contre inconnus et rien ne se passe. Or, je pense que, n'oubliez pas que la SNH, quand j'avais lancé, n'est-ce pas, cette histoire, a commencé par dire que c'était impossible, que ça ne tenait pas à cause des procédures de la SNH. Au moins, maintenant, ils reconnaissent qu'il y a eu quelque chose. Il y a 3 juridictions au moins qui ont condamné la Glencore, États-Unis, Angleterre, je crois Suisse aussi. Donc, vraiment, je pense que c'est une affaire qui est très simple à résoudre. Monsieur le bâtonnier, votre programme met l'accent sur la lutte contre la corruption qui reste un fléau majeur au Cameroun. Quelles mesures concrètes et chiffrées proposez-vous pour renforcer la transparence dans la gestion publique et réduire les pertes estimées à plusieurs centaines de milliards de francs CFA chaque année? Bon, ben, écoute, il faut une transparence. Notre pays est complètement dans un système d'opacité totale. On n'est rien n'est clair sur les ventes pétrolières, rien n'est clair sur les revenus de l'État, les péages rapportent combien, personne ne sait, moi je sais pas. Toutes les taxes, que ce soit téléphone, que ce soit transport, personne ne sait vraiment ce que ça rapporte. Et bien sûr, quand on ne sait pas ce que ça rapporte, on ne peut pas contrôler. Pour que les citoyens puissent contrôler ce qui se passe, il faudrait absolument que, n'est-ce pas, qu'il y ait un système transparent. Et la première chose, donc, c'est la transparence. Deuxième chose, c'est la gestion des conflits d'intérêts. On n'a aucun mécanisme de gestion de conflits d'intérêts. Le Ghana vient de passer à un système qui demande aux fonctionnaires de déclarer les cadeaux qui leur sont donnés. De plus de environ 1 million de francs CFA. Donc, il faut absolument cela comme ça. Si un ministre, n'est-ce pas, on lui donne un cadeau de 5 millions, il n'y a pas de problème. Mais si après 6-7 mois, il se trouve que cette personne qui vous a fait ce cadeau-là est en train de gagner un gros marché, ben, il y a problème. C'est ça et troisièmement, déclaration des biens.
On n'a pas encore ce mécanisme. Mais pourtant, c'est dans la Constitution depuis 1996. Il n'y a aucune volonté dans ce pays pour la transparence. Et puis, il faut que les procédures soient claires. Et qu'on réduise l'utilisation du cash pour les transactions. Et qu'il ne faut pas qu'il y ait l'impunité. Dites-vous bien, Glencore, personne n'est sanctionné. La Cannes Gate, personne n'est sanctionné. Covid Gate, malgré les décisions de la Chambre des comptes, personne n'est sanctionné. Au sud de la France, je crois vers Marseille, la société française Bourbon a été condamnée. Et là-dedans, ils ont avoué avoir corrompu les officiers camerounais. Rien ne s'est passé. Aujourd'hui, devant le parquet financier de Paris, il y a une enquête qui concerne le marché public. Au Cameroun, rien ne se passe à notre niveau. Et vous regardez tous les organismes auxquels nous sommes assujettis. Bon, EITI, on est maintenant suspendu. Mais là, pourquoi est-ce qu'on est suspendu? Parce que l'opacité. On ne donne pas des informations. Industrie minière, regardons pour l'or. Le Cameroun déclare avoir exporté, je crois, 4 tonnes et quelques d'or vers les Émirats. Les Émirats déclarent, eux, avoir reçu 10 tonnes. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Et on peut multiplier des cas comme ça pour montrer que dans notre pays, rien n'est clair. Et du point de vue politique, notre pays est considéré comme un risque politique élevé. Résultat, c'est difficile pour nous maintenant de faire des prêts concessionnels auprès des institutions financières. On recourt au marché commercial. Résultat, on a des intérêts entre 10 à 11% à payer sur les prêts que nous avons. Donc, on est en train d'être asphyxié par un système opaque, complètement mené par la corruption. Tant qu'on ne règle pas ça, en ce qui me concerne, le tout premier problème à régler, c'est la corruption. Arrêter l'impunité, arrêter le saignement. Quand on aura fait ça, on est prêt, n'est-ce pas, à affronter la tâche de développement du pays. Monsieur le Batigny, vous aspirez à être président de la République. Donc, comment comptez-vous combattre ces fléaux? Quelle stratégie comptez-vous implémenter? Bon, ben, écoute, je vous ai dit, il y a un problème d'opacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout doit être déclaré. Le citoyen doit savoir qu'est-ce que nous vendons à qui, les marchés publics, qui les gagnent et par quelle procédure, et quels sont les critères qui sont utilisés. Ben, toutes les procédures qui permettent d'avoir les meilleurs et de savoir que ceux qui ont été choisis sur une base claire et nette. Et regardez un peu, nous savons que depuis 2014, nous voulons une autoroute entre Douala et Yaoundé, capitale économique et capitale politique. 2014, on en est à environ 70 kilomètres. Et on avait commencé avec un peu moins de 400 milliards. Maintenant, on nous dit qu'il faudrait 1000 milliards et un peu plus de 1000 milliards. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas profondément. Tous les projets ne sont jamais terminés à temps à cause de ça. Donc, il faudrait qu'il y ait une redevabilité appuyée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une transparence absolue et totale. On doit arrêter l'impunité. Le fait de ne pas punir des gens qui ont été qu'on accuse de corruption, ben écoute, ça conforte les autres qui peuvent faire la même chose, et même les Camerounais, parce que maintenant, quand on arrête quelqu'un, l'homme de la rue dit, ah, vraiment, ce n'est pas pour l'argent qu'on l'a pris, il a fait la politique. C'est-à-dire que dans même la compréhension des Camerounais, ce n'est pas parce qu'on a volé ou détourné qu'on puisse être mis en prison. Le Cameroun fait face à une dette publique avoisinant plus de 50% du PIB, selon les données de la Direction générale du budget. Quelles sont vos propositions pour assainir les finances publiques sans toutefois freiner les investissements dans les infrastructures et les services sociaux de la Caisse? Il est vrai que quand on parle seulement du 50%, il y a des pays qui ont plus de 100%. Le Japon, par exemple, mais le problème est que on s'endette pour faire quoi? C'est ça la question. On s'endette pour faire quoi? Ce sont des endettements sans production. Ça veut dire que on est en train de mener une vie assez difficile. Mais par contre, ces dettes-là, ce serait bien de savoir quel pourcentage de ces dettes-là sont des dettes commerciales.
Et ça revient à ce que je venais de dire tantôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nos dettes sont purement tout le temps commerciales, le taux d'intérêt est élevé. Pourquoi c'est élevé? À cause du risque politique que notre pays présente. Donc ça veut dire que quand ce risque va baisser, on aura un service des dettes. C'est pour ça que dans mon programme de 100 jours, il faut faire une audit. Je ne peux pas vous dire. Regardez le Sénégal. On vient de découvrir que ce qu'on avait déclaré comme étant la tête, vraiment, est très très bas par rapport à ce qu'on a retrouvé. Je crois que le FMI est là pour essayer de faire cette audit-là. Donc absolument, cette dette-là, il fallait savoir à quoi ça servit et de voir quel pourcentage de cette dette est vraiment réel. La jeunesse représente plus de 60% de la population, mais malgré cette population, il y a un taux de chômage qui reste très élevé. Quelles initiatives spécifiques proposez-vous pour répondre au défi de l'emploi au Cameroun? Je pense que c'est en 2 ou 3 parties. La première partie, c'est de revoir la formation. Il faut qu'il y ait adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Je pense qu'on ne fait pas attention. Première chose. Seconde chose, le népotisme et le tribalisme, n'est-ce pas, font de sorte que, à l'entrée des grandes écoles, n'est-ce pas, les plus huppées, ce n'est pas les meilleurs qui y vont. Donc vous allez voir que dans le marché de l'emploi, il y a plein de personnes qualifiées qui ne trouvent pas du travail et qui partent, des fois en prenant des risques énormes. Donc de mon côté, vous voulez donc revoir le système d'emploi par l'État. D'ailleurs, même, il faudrait refaire des audits des diplômes de ceux qui sont employés, revoir le problème de l'employé fictif. J'ai vu un rapport qui accusait beaucoup de sociétés parapubliques d'avoir des emplois fictifs. Notamment, on avait parlé aussi de la SNH encore, ce qui concerne les emplois fictifs. Donc, et troisièmement, vous avez parlé de entre 500 milliards, 800 milliards que je pense que je pouvais récupérer, que je peux récupérer de l'affaire d'Encor. Et il faudrait là-dedans, à part le programme que j'ai pour 1 milliard par arrondissement, il faudrait qu'il y ait environ entre 50 et 100 milliards qui sont dédiés pour essayer d'aider les jeunes à redémarrer, parce qu'on a vu que toutes les institutions financières qu'on a créées, que ce soit petites moyennes entreprises qui est au bord, n'est-ce pas, de la faillite, regardez la liste des créanciers, vous verrez que ça n'a rien fait avec les petites et moyennes entreprises. Et vous regardez ceux qui ont, il y avait FOGAP avant, il y avait Crédit Agricole, il y avait la BCD, il y avait Fonader, toutes les institutions qui étaient là pour essayer de tracter le secteur, n'est-ce pas, sans tomber entre les mains des personnes qui n'avaient aucun intérêt à voir les jeunes et le pays se développer. Donc je pense que il faut revoir le système d'emploi, revoir comment est-ce qu'on déploie les jeunes et essayer de faire de sorte que l'éducation est en adéquation avec les demandes de l'emploi. Et aussi, il faudrait que les sociétés, n'est-ce pas, qu'on trouve des astuces pour les amener à employer les jeunes Camerounais. Est-ce que ça va être par le point de vue fiscal, si vous embauchez tel nombre de personnes, vous aurez, n'est-ce pas, l'avantage fiscalité et tout. Je raconte toujours l'histoire d'un enseignant que j'avais vu à Bangkok, Samba, qui était venu me voir. Il a gagné un marché à Kribi, au port de Kribi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris dans sa classe plombier, menuisier, tout ce qu'il fallait, électricien. C'était ses travailleurs sont partis exécuter ce contrat à Kribi. Ça montre que ça peut se faire. Mais lui, il a attendu 3 ans pour être payé pour son marché, mais hélas. Monsieur Batignou, vous avez effectivement parlé du financement des PME qui reste aujourd'hui un très grand défi pour des entreprises au Cameroun. Que pensez-vous que le gouvernement pourrait faire, ou encore vous-même à la place du gouvernement, si vous êtes élu au soir du 12 octobre 2025, comment pouvez-vous implémenter une stratégie pour mieux financer ces PME? Oh, ben écoute, il faudrait là-bas revoir des systèmes de financement. Quand vous partez à la banque maintenant, on vous demande les garanties et autres. Il faudrait qu'il y ait une caisse de garantie qu'on pourra créer à partir de l'argent de la corruption qu'on va récupérer,
Et cette caisse aura pour mission d'aider les jeunes à démarrer. Ça veut dire que financer leur marché en regardant le projet, si c'est garanti, ben écoute, on va y aller. C'est comme ça, il faut le faire. Il y a beaucoup de structures qui ont été créées dans ce pays, dans ce sens-là. Mais les missions ont été complètement détournées, ce qui fait que les jeunes restent sur le carreau. La crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en cours depuis 2016 a placé 1,8 million de personnes en besoin d'appui humanitaire selon l'ONU. Vous êtes originaire du Nord-Ouest. C'est bien ça, monsieur? Voilà. Et revendiquez régulièrement avoir des solutions. Quelles sont ces solutions que vous proposez tenant compte de tout ce qui a déjà été fait par l'État? Tout ce qui a été fait par l'État, c'est la guerre. Ils n'ont rien fait de plus que la guerre. Tous les moyens qui sont déployés maintenant, je pense que c'est plus pour pouvoir dire qu'on fait quelque chose. Mais on ne peut pas faire quelque chose sans se parler. Hein. On dit que deux hommes qui se disputent, c'est deux hommes qui n'ont pas discuté. Il faut un dialogue authentique et vrai, qui rassemble des parties. Et pour que ça marche même mieux, il faut penser à avoir un médiateur entre les deux. Quand le Cameroun a réglé le problème Bakassi, tout à l'honneur du président de la République, quand il a réglé cela, en gagnant à la haie, le président a pris l'option d'aller régler ça de façon amiable. Mais il y avait un médiateur qui était Kofi Annan. Donc, chaque fois qu'il y a ces conflits, regardez partout, Moyen-Orient, Israël, il y a toujours une tierce. Les Suisses ont essayé, les Canadiens ont essayé, mais la faute a toujours été par notre pays, qui n'était pas vraiment engagé, qui pensait que c'était un problème, qui pouvait résoudre, n'est-ce pas, par voie de la force. J'ai travaillé longtemps avec le Africa Forum, qui est une association d'anciens chefs d'État, depuis 2017-18, je dois dire, pour trouver une solution à cette crise. On a fait des documents. On devait avoir une réunion donc au Kenya où devaient être conviés 500 Camerounais, présidés par la personne désignée par l'Africa Forum et le président Thabo Mbeki. Je peux en parler maintenant parce que le président Thabo Mbeki lui-même a pris la parole pour dire tout ce qu'il a déployé comme effort pour essayer de nous amener à résoudre ce problème, mais c'est le gouvernement camerounais qui était réticent. Monsieur Le Bâtonnier, vous dites très bien que le gouvernement camerounais a été réticent, mais pourtant ils ont mis ces deux régions sous statut spécial. Comment pensez-vous que cette implémentation, cette décision pourrait être mieux implémentée, ou alors quelle autre solution pourrez-vous apporter? Ça, c'est la tactique première de ce gouvernement. Donner un nom aux crises et ça ne veut pas dire qu'on résout le problème. Statut spécial était dans la Constitution depuis 1996. Pourquoi statut spécial était mis là? Parce que à ce moment-là, il y avait cette clameur pour une fédération. Et les anglophones insistaient sur le fait qu'ils voulaient une fédération. On a dit non, on va faire la décentralisation en créant des régions autonomes. Merci beaucoup pour les régions autonomes, mais sauf que les régions autonomes, c'est une leurre, ça marche pas comme ça. Complètement sous le contrôle. Qui installe le président du conseil régional? C'est le gouverneur. Qui nomme le secrétaire général? C'est le président de la République. Donc, vraiment, c'est pas du tout autonome. Alors, les anglophones, à l'époque, avaient dit, écoutez, non, vraiment, nous sommes habitués à un système fédéral. Ramenez-nous vers le fédéralisme. L'État a dit non, vraiment, l'autonomie, ça va être pareil. En tout cas, s'il y a des choses qui ne sont pas faites dans le cadre de ce texte-là, on va ajouter une clause, dont cette fameuse clause de statut spécial, qui est sortie du chapeau après le fameux grand dialogue national, presque 20 ans après, comme la solution. Mais hélas, ça ne donne absolument rien. En parlant de décentralisation et de fédéralisme, Monsieur Le Bâtonnier et Keremouna, pensez-vous que le fédéralisme reste une solution pour le peuple camerounais? Le fédéralisme, partout dans le monde, reste le mode idéal pour gérer des sociétés multiculturelles et multilingues. Parce que ça conforte les uns et les autres dans la préservation du système judiciaire, comme le cas du Cameroun, de leur langue et de leur culture et de leurs habitudes.
Mais vous ne pouvez pas. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Le président Biya l'a dit face à Mo Ibrahim à Paris. Il a dit que nous pensions que on pouvait assimiler la minorité, mais ça n'a pas réussi. Donc c'est clair que l'intention était de faire disparaître le point de vue culturel. On a commencé de la République fédérale à la République unie, maintenant la République du Cameroun, qui nous ramène à ce Cameroun, n'est-ce pas, unilingue, qui avait en 1960 devant les Nations Unies. Je pense que c'est clair que les manœuvres ont été faites. La commission de l'Union, la commission de peuples, de droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, qui se trouve à Banjul, je crois 2008-2009, avait bien rendu ce qu'ils appellent des communications, où il disait que le peuple anglophone au Cameroun est marginalisé. Il avait donné 6 mois à l'État de voir ce qu'il fallait faire, et au peuple anglophone, il leur a dit, on ne peut pas vous approuver votre projet de sécession, parce qu'il faut que vous résolvez ça dans votre pays, créer un parti politique pour dire vos doléances, essayer de trouver une solution dans ce parti politique-là. Cette commission avait aussi dit que, au besoin, elle est prête à accompagner l'État du Cameroun pour trouver une solution. On n'est jamais reparti vers eux. On a tenté de tronquer la portée de cette communication, qui avait d'ailleurs été adoptée par les chefs d'État de l'Union africaine. Maintenant, en termes de décentralisation, le Cameroun s'est doté en 2019 d'un code général des collectivités territoriales décentralisées qui renforce leur autonomie administrative et financière, en prévoyant dans certaines optiques le transfert de 15% du budget national aux communes. Quelle innovation votre projet de société compte apporter au processus de décentralisation par rapport aux initiatives déjà mises en œuvre? Écoute, décentralisation, c'est un échec. On a un ministre de la décentralisation qui, à mon avis, est un contre-sens de la décentralisation. On a les délégations de décentralisation dans toutes les régions. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire ça. Il faudrait un système fédéral avec une autonomie, avec des personnes élues qui rendent compte, qui peuvent exiger à leurs dirigeants de rendre compte. Et la chose la plus dure dans notre pays, c'est quoi? C'est le fait que on a l'impression que ceux qui sont élus par le peuple n'ont pas le droit au chapitre. C'est plutôt les autres. Même dans les partis politiques, regardez le RDPC, quand lui, on élit à leur base des présidents de section, sous-section et tout ça, quand ils sont élus, on vient maintenant nommer des délégués pour y aller, qui viennent du comité central. Actuellement au pays, il n'y a que le président qui est élu. L'Assemblée générale, ça vaut ce que ça vaut, et le Sénat. Le Premier ministre qui l'a eu, les ministres qui l'ont élu, les préfets qui l'ont élu, les gouverneurs qui l'ont élu. Alors, quelle est donc cette démocratie qui est un gouvernement par le gouvernement et pour le gouvernement? Le peuple n'a pas de droit au chapitre et c'est triste. Malgré un fort potentiel hydroélectrique qui permet au Cameroun de figurer dans les 3 plus grands potentiels d'Afrique, l'accès à l'électricité dans le pays est de 72% depuis 2023 et moins de 30% en zone rurale. Monsieur le bâtonnier, quel est votre plan de diversifier la capacité de production électrique au Cameroun et réduire les coûts pour les populations, les entreprises et même les industries? Écoute, je vais commencer, comme j'ai dit tantôt, que de façon transversale, notre problème se trouve dans la corruption. Ça veut dire quoi? On va imaginer les grands projets, tout juste pour l'intérêt du budget qui va avec, et la suite, on ne sait pas. Si vous prenez le cas du Nachtigal, qui est un PPP, qui a été conçu comme ça, mais, ça c'est partenariat public-privé, le remboursement de prêts consentis dans cette affaire devait être en partie par la vente, n'est-ce pas, de la production, je pense au Tchad. Mais ce projet a été conçu et lancé quand on pense, et sans qu'on ne pense au transport de l'électricité. C'est-à-dire que ce que on fait dans Nachtigal, il y a un problème. Il faut que l'État, tous les mois, procède à payer leurs partenariats privés la différence, le manque à gagner qui devait constituer une partie pour le remboursement de la dette. Ça encore, c'est mal vu. Et notre pays a cette façon de
d'utiliser le développement économique à des fins politiques. Vous allez voir que maintenant, il y a un déploiement tout azimut. De routes, paiement des arrêts, des gens de ici, et j'en passe. On vient d'inaugurer Babadjou, Babenda, il faudrait voir. Partout à Yaoundé dans la ville, c'est que le développement économique est devenu un outil politique. Regardez, je parlais avec il y a un des anciens directeurs généraux président de la Banque africaine de développement qui m'a dévoilé quoi? Il m'a dit que ils avaient tout ce qu'il fallait pour financer les rails partant de Yaoundé sur Kousséri avec une nouvelle jauge plus large, locomotive moderne. Mais c'est plutôt l'État qui freinait. Quand ils ont confronté, ils ont dit non, c'est un problème politique. Si on fait ces rails, qu'est-ce qui va se passer? Les Tchadiens et les gens du Nord vont envahir le Sud. Voilà dans le reste de notre pays. Si vous partez au Nord-Ouest, à l'Est du Nord-Ouest, il y a le Mandchou. Une chute incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Les Nigérians ont dit, faites là-bas un barrage, nous allons acheter. Je suis dans une réunion avec des Américains venus du département de commerce qui encourageaient à ce qu'on fasse ce barrage-là. Est-ce qu'on l'a fait? Pas. Les zones franches. On est adossé au Nigeria, un marché de plus de 250 millions de personnes. Est-ce qu'on l'exploite? Le marché, le Nigeria fait tourner le marché, l'économie du Bénin et du Togo et tous les autres pays alentours. Nous ici, avec ces frontières, qu'est-ce qu'on en a fait? Ça veut dire que c'était incroyable. Et pour finir avec l'énergie, on a regardé dans le Nord, ils devaient vivre sur l'énergie solaire. On ne fait rien. C'est maintenant qu'on commence à essayer et grâce d'ailleurs aux mairies, de s'approvisionner avec les énergies, n'est-ce pas, alternatives. Mais notre plan de développement de ce secteur-là est purement épileptique. Ça répond à des pressions. Il n'y a pas un plan général. Et puis, écoute, si on fonctionne, dites-vous bien, si on avait le train électrique entre Douala et Yaoundé, qu'est-ce qui se passerait? Ça veut dire que tous les villages aux alentours vont bénéficier, n'est-ce pas, de l'électricité. Mais on est dans un système qui pense qu'au foyer qui leur permet de voler. Monsieur le bâtonnier, avant de conclure cette interview, dites-nous, si vous êtes élu président de la République du Cameroun au soir du 12 octobre 2025, que feriez-vous pendant vos 24 premiers mois? Je ne vais pas dire 24, j'ai mis en place un programme de 100 jours et 8 piliers pour 5 ans. Parce que je propose, ma vision, c'est vers une nouvelle République. Et je dis que pour aller vers une nouvelle République, il faut absolument une période de transition. Tout ce que nous avons comme institutions, systèmes, sont grippés, sont archaïques et ne servent pas le pays. Point de démocratie, de point des institutions, point de la justice, de point de législatif, de point des élections, tout est à refaire. Donc, c'est pour ça que je parle d'une période de transition de 5 ans. Donc, dans ces 5 ans-là, dans les premiers 100 jours, je propose de faire quoi? Première chose, il faudrait que les citoyens sentent qu'il y a un changement. Et j'ai dit, je sais où aller pour faire cracher cet argent par Glencore. 360 milliards de cet argent ira directement vers les 360 communes. Chaque commune aura, dès le départ, 1 milliard. Avant cela, premiers 15 jours, quoi? Des comités de développement dans ces communes-là vont dire ce qui est important pour eux. Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Et on pourra ajouter, pour certaines zones où il y a, comme dans le Nord-Ouest, reconstruction, des choses à faire, pour essayer. Ça, c'est ce que concerne les communes. Impact direct, ressenti dans les premiers 100 jours par les citoyens. Audit, il faut une audit, il faut savoir combien on doit. Troisième chose, il faut que les Camerounais vivant à l'étranger soient intégrés dans notre pensée de développement. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le diaspora, je crois en 2023, je n'aime pas le diaspora, parce que quand on parle de diaspora, on semble parler seulement des Noirs et des personnes jeunes. Hein. Est-ce que vous avez entendu parler de diaspora français? Ouais, écoute. Bon, passons. Les Camerounais vivant à l'étranger ont ce potentiel de technicité,
financière et même d'attachement qui rend authentique leur engagement vers leur pays. Donc il faudrait que nous puissions puiser là-dedans en mettant une passerelle vers leur pays d'origine. Beaucoup de ces personnes-là ont pris des nationalités de convenance. Donc il faudrait, c'est pour vous dire qu'il y aura une multinationalité pour les Camerounais vivant à l'étranger. En descendant, bien sûr, une histoire assez quand même qui me tient à cœur, c'est les relations que j'avais avec Madame Aïdjo, qui était pour moi comme une mère, et j'étais avec elle une fois à Dakar, on discutait, et puis elle a fouillé dans son sac, elle a enlevé son passeport et dit, mon fils Akere, me voici, épouse du premier président du Cameroun, et je voyage avec un passeport sénégalais. C'est quand même... Mais elle n'est plus là. Je pense que, et le premier président n'est plus là. Et leur première fille, que je connaissais très bien, n'est plus là. La chose que l'État devrait faire, c'est les ramener pour un véritable repos dans leur pays. Et bien sûr, dans ce chapitre de choses à faire dans les premiers jours, c'est mettre en place tout le mécanisme pour revoir, n'est-ce pas, les institutions, toutes les réformes systémiques qui vont commencer à travailler pour mettre en place tout et tout. Et j'espère que, en faisant ça de façon simultanément, on va voir 8 piliers: développement, santé, justice, tourisme et culture, développement économique, revoir le système éducatif. Il y a plein de choses à faire dans un pilier que j'ai clairement souligné. Et en faisant ça en même temps, mais à 5 ans, il faudrait dire que nous soyons prêts pour de nouvelles élections de toutes les institutions du pays, un nouveau président élu, et je dis ma révérence. Batounia Akere Mouna, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Oui, merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale de l'interview avec Akere Mouna, candidat au présidentiel du 12 octobre 2025 au Cameroun. Mesdames, Messieurs, l'information continue sur Africa 24.